Mon général, merci pour cette belle évocation d'un grand soldat qui a été le général Faure, qui avait compris que la mission était moins de vaincre que de convaincre. C'est ce à quoi il s'est attaché. Et je vais demander à notre colonel Deleuze d'être plus discipliné du point de vue du timing. Donc Deleuze qui va nous parler d'un régiment qui nous est cher, plutôt un bataillon, le 6e bataillon de chasseurs alpins, qui a été présent en Algérie pendant 7 années et qui va être évoqué par cet historien brillant et militaire qui est le colonel Deleuze. À droite. Vous cliquez sur... Bonjour, j'éprouve une grande difficulté à parler après mon président, qui s'est appuyé sur des archives personnelles et passionnelles. Moi-même, je me suis appuyé, lorsque j'ai rédigé l'historique du 6e BCA il y a 20 ans, sur des archives beaucoup plus administratives, mais heureusement, j'ai été aidé dans ce travail par un certain nombre d'anciens, en particulier le colonel Heinz, qui a passé plusieurs années au 6e BCA en Algérie, qui a bien voulu m'apporter un côté un petit peu plus personnel à ces archives très administratives. Pour essayer de tenir les délais, je m'excuse, je serai obligé de lire, sinon je vais dépasser très largement les délais et je serai comme mes prédécesseurs et peut-être mes successeurs. Donc en 1954, le 6e BCA bataillon de Grenoble revient d'Autriche, où il est en occupation et s'installe à Grenoble, se réinstalle à Grenoble. Il est formé d'appelés, d'un recrutement local, et son encadrement est formé d'officiers et sous-officiers qui, pour nombreux, ont fait la guerre, de la résistance et ont servi en Indochine. Le 17 novembre, suite à la Toussaint Rouge, il est chargé de mettre sur pied un bataillon d'intervention de type Blizzard qui recoupe 4 compagnies venant de différents bataillons alpins, mais l'encadrement est en majorité du 6. Il laisse sur place un centre d'instruction qui formera les appelés et qui seront ensuite envoyés en Kabylie. Le 25 novembre, il débarque à Alger et en décembre, il rejoint la Kabylie. Donc je vais évoquer les 8 ans qu'il va passer là-bas, puisqu'il va rester en Kabylie quasiment dans le même secteur, jusqu'en novembre 62. Je prendrai le plan... Alors ça marche pas. Je prendrai donc le plan suivant, qui se rapproche, je m'aperçois, je l'avais fait il y a 20 ans, mais ça se rapproche de ce qu'a dit le général Kervizik. Donc l'installation et les premières actions dans la région de Bouira. Ensuite, l'intensification du conflit, le terme « gagner les cœurs », sans le savoir, j'ai repris les mots du général Faure. Et puis de la fin du départ d'Algérie, depuis 58 jusqu'à 62, avec une petite conclusion. Donc je dirais quand même quelques mots de la Kabylie, bien que mon prédécesseur en ait parlé. C'est un massif qui est limité au nord, qui est tout proche d'Alger, limité au nord par la mer, et qui s'élève au sud jusqu'à 2300 mètres. La partie côtière n'est pas très haute, mais très touffue. Quant à la partie montagnarde, c'est une vaste chaîne de montagnes, le Durdura, qui culmine à 2300 mètres et qui domine au sud la vallée de la Soumam, beaucoup plus large, et qui commence le début des hauts plateaux algériens. Elle est coupée par une route qui la traverse est-ouest, et une autre au sud qui passe par Bouira. Il y a simplement 2 pénétrantes qui relient Tizi Ouzou à la vallée de la Soumam. La végétation couvre une grande partie de ces sommets. Il y a de la neige en hiver. La population, ça a été évoqué, mais il faut bien rappeler, je crois que il y a des chiffres vous ont été donnés que je n'avais pas. Très forte densité de population, répartie dans 2 petites villes, mais surtout énormément de petits villages, du type de ceux qui sont là. En dehors de Fort National et de Tizi Ouzou, que ce soit sur les versants nord ou sud, énormément de villages. Cette population n'est pas arabe, mais berbère. Après avoir été chrétienne à l'époque romaine, elle est maintenant musulmane, mais elle a toujours résisté à tous les envahisseurs, qu'ils soient arabes, turcs ou français. Et propose un terrain tellement fait pour la guérilla que quel que soit l'envahisseur, il y aura toujours une guérilla semi-permanente. L'administration est moins présente qu'ailleurs en Algérie, car le climat, le relief empêche
d'envoyer des administrations dans le fond des vallées, et il y a peu de population européenne. Et ce que j'avais noté aussi, c'est que j'avais pas le chiffre que un quart donc de la population, en particulier de la population masculine, est en métropole, donc il envoie ceux qui en gagnent en métropole dans ce massif assez désolé. Alors, la 27e DIA va rester pendant toute la durée de la guerre sur le même territoire, ce qui est assez rare en Algérie, où il y a eu énormément de mouvements, je dirais même un mouvement brownien, comme dans toutes nos campagnes coloniales d'ailleurs. On a déplacé les divisions et les bataillons. La partie nord sera, et ouest sera le lieu de combat d'énormément d'unités, de toutes armes, mais qui vont combattre comme des fantassins. Mais la partie centrale, où se trouvent la 4e et 5e demi-brigade de chasseurs, qui regroupent les différentes unités alpines, restera toujours affectée, et pour cause, aux Alpins. Le 6e BCA, lui, va commencer à Bouira, donc c'est au sud de la ligne de Durdura, et dans la partie sud se trouve l'oued Soumam, et lui est installé sur la partie montagneuse. La partie de la vallée est plate, mais les crêtes, vous voyez le dénivelé remonte environ 400 mètres en bas, il monte à 2003 sur la chaîne. Le PC se trouve à Bouira, et les compagnies sont réparties dans les différents villages sur le flanc de la vallée. Alors, je vais évoquer un peu la silhouette du combattant. La silhouette du combattant, elle commence par son arme. C'est un armement relativement ancien qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant presque toute la durée de la guerre, ce sera le fusil Garand. Les fusils plus modernes, 49, sont réservés aux tueurs d'élite et aux lance-grenades. Le pistolet mitrailleur MAT 49 est un peu le symbole de la guerre d'Indochine et d'Algérie. Et l'armement lourd qui se trouve au niveau des compagnies ou des postes sont des mortiers qui iraient jusqu'au mortier de 120. Et même les chasseurs auront des canons de 105 au niveau des compagnies et ils joueront les artilleurs depuis leur poste. Les véhicules sont des véhicules que les plus anciens ont connus encore en activité pendant encore très très longtemps. Bien sûr, le GMC pour le camion, bien qu'à sur la fin il y a quelques Simca. Et puis les Dodge 4x4, 6.6, là vous avez un 6.6, et la Jeep, éternel Jeep. Plus quelques petits blindés, ce qui fait que sur certaines photos, on voit des chasseurs alpins dans des petits blindés qui escortent des convois. La silhouette du chasseur, c'est celle de gauche, la plus courante, donc le treillis 47, la chemise et le pull bleu. Au pied, ce qui est important puisque tous les combats se font à pied, des patogas en été, brodequins, vêtements, parfois rangers ou chaussures de montagne en hiver, la coiffure, la plus portée, et bien sûr le chapeau de brousse en opération, quelquefois et rarement le casque, et la tarte est bien sûr toujours portée au repos dans les prises d'armes et quelquefois pour des opérations en montagne. Alors, dès son arrivée, le bataillon installe son PC à Bouira, ses compagnies dans les villages, et il va faire face à un ennemi redoutable qui est déjà l'embryon de la Wilaya 3, commandé par Ami Rouge. Les rebelles font régner la terreur dans toute la région. Cet ennemi qui est peu nombreux est très mobile. Et plutôt que de s'attaquer aux militaires, il préfère terroriser les habitants par des assassinats spectaculaires pour les faire basculer dans leur camp par la terreur, les rançonner, détruire les infrastructures dites coloniales et mettre en place une organisation politico-militaire pour les surveiller et les encadrer. Le 6 doit donc s'installer, construire des postes, des écoles, des bâtiments publics et reconstruire et déneiger les routes. N'oublions pas qu'il est arrivé en décembre, tout en installant des postes de contrôle et appuyer le travail de la gendarmerie, puisque nous ne sommes toujours pas en guerre et que nous serons que très après. Alors les actions militaires se font surtout au niveau des compagnies. Donc il faut d'abord prévenir des attaques en mettant en place des contrôles, des mouvements de population, et puis pour ensuite détruire les hors-la-loi qui, on l'a vu, font simplement du harcèlement, se lancer à la poursuite après chaque attaque, en emmenant toujours nos braves gendarmes, après chaque accrochage, ils doivent rédiger un PV. Malgré cette activité, l'instruction montagne se poursuit, n'oublions pas qu'on est sur les pentes du Durdura, et durant l'hiver, les déplacements en montagne enneigée justifient le port de la tarte, et permettent, malgré la neige, d'attaquer et de surprendre les rebelles par des arrivées dans des zones inattendues,
que les autres unités du secteur est incapable de faire. Alors, comme l'a évoqué le général, le 1956 est un tournant dans l'histoire militaire du conflit, puisque c'est le rappel des réservistes, c'est le passage du service militaire à 30 mois, c'est la création de la 10e région à 3 corps d'armée, aux ordres du général Salan, dont la 27 récupère un certain nombre de nouvelles unités, et puis récupère des rappelés. Le 6e BCA récupère une 5e compagnie de rappelés. Et en même temps, pour le 6e BCA, c'est le déplacement du secteur de Bouira, où il se trouvait donc au sud du massif, pour passer au nord du massif, à Michelet, sur la route du col de Tirourda, qui est le col qui va de Tizi Ouzou à Bouira et à Mayo, et toute la vallée de la Souvane. C'est un échange avec le 22e BCA qui s'y trouvait, et qui lui va s'installer ensuite à Bouira. Donc le 6 passe dans un nouveau secteur qui est encore plus, employé en termes militaires, bahuté que le secteur où il se trouvait avant. Relief très tourmenté, beaucoup plus de végétation. Dans la partie sud, il y avait des orangers ou des plantations. Là, il n'y a plus que du maquis. Beaucoup plus en altitude, donc souvent enneigé en hiver. Et malgré ça, peuplé d'énormément de villages. Vous voyez la carte, énormément de petits villages où vont s'installer les compagnies. C'est un refuge idéal pour la guérilla, puisque les villages, on ne pourra pas tous les occuper, et souvent, l'ennemi, il sera à notre place. Les compagnies sont donc réparties entre le col de Tirourda et Michelet, dans toute cette zone. De ce côté, c'est le 7, et de ce côté, c'est le 27. Alors, les implantations se font dans des villages. Là, vous voyez, sur le village où est implantée la 2e compagnie. On y trouve le commandement, les armes lourdes, et une ou deux sections, d'autres sections étant parfois réparties dans les villages. Voilà, vous voyez le secteur de la 2, une série de talwegs très accentués qui monte jusqu'au col de Tirourda, qui est à 1600 mètres. Et le village principal, vous voyez, est quand même, on le qualifierait en métropole de hameau. Au début, les sections sont sous tente. On a peine à l'imaginer, mais ils vont rester pendant plusieurs mois, pour certains, avant de s'installer dans les mechtas. Pas d'eau courante, pas d'électricité, sauf un groupe électrogène, dont chacun sait le caprice que peut avoir ce genre d'engin. Une compagnie, la 3e, reste cependant au niveau de Michelet, en fait pas Michelet même, mais à côté, pour pouvoir intervenir en tant que réserve d'intervention au profit du chef de corps. Mais ça ne sera pas uniquement au profit du bataillon, ça sera souvent au profit de la demi-brigade qui se trouve à Fort-National, ou d'un de ses deux voisins, le 7 à l'ouest ou le 27 à l'est. Alors, à partir de 1957, ce qui correspond à Alger, à la bataille d'Alger, les opérations vont augmenter, le rythme va augmenter, parce que les SAS commencent à faire un bon travail et enlèvent du travail au 6 dans sa partie pacification, mais les rebelles qui fuient Alger d'un côté se sont installés dans Kabylie, et d'autres, les rares qui ont réussi à passer le barrage, s'y réfugier aussi. C'est une zone refuge dans laquelle ils peuvent se refaire une petite santé après les difficultés qu'ils ont eues d'abord à passer le passage et ensuite à être pourchassés entre le moment où ils étaient passés jusque là. Donc il y a plus d'ennemis, mais nous avons plus de personnel pour y faire face. Les missions sont de toutes sortes. Elles sont, quand on regarde les journaux de marche et opérations, quotidiennes. Dans chaque compagnie, il y a des opérations tous les jours. Ça va depuis l'embuscade de groupe jusqu'au déminage, là c'est sur la route à côté de Michelet, jusqu'à des opérations plus importantes au niveau de la compagnie ou du bataillon, qui vaut à ce moment-là de plus se déplacer en Rangers, mais d'avoir un petit peu d'hélicoptère ou un appui un peu plus important, soit d'artillerie, soit de T6, d'aviation. Les journaux de marche opération pour ça sont extrêmement éloquents. Tous les jours, il y a quelque chose. Le terrain s'y prête. Les opérations, vous avez vu un hélicoptère, c'est rare. La plupart du temps, c'est à pied, au pied de calcaire difficile, dans des broussailles, dans des grottes. Et chaque opération va correspondre à un bilan important, soit dans les grottes, soit dans
les parties montagneuses. Alors, j'ai évoqué les SAS, qu'on en a parlé tout à l'heure, parce que parallèlement à l'intensification des opérations militaires, le 6 va entreprendre de vastes opérations de pacification auprès des populations kabyles, en particulier donc à partir de l'arrivée du général Faure, ça va s'augmenter. Alors, donc celle-ci, on l'a évoquée, est très dense et répartie dans une multitude de villages. Donc avant les débuts de la guerre, déjà ils avaient une vie difficile. Depuis que les rebelles sont là, l'infrastructure a été détruite, les postes et les dispensaires ont disparu, et vous avez vu que les postes sont importants puisqu'une grande partie de l'argent arrive de métropole. Donc le 6 va, dans sa pacification, renforcer les SAS. Les SAS ont peu de personnel, souvent des Moraznis, et le terrain est tel qu'il ne peut pas se contrôler tous les villages. Donc le 6, qui est à base d'appelés, avec des gens qui ont des spécificités particulières, va fournir des maçons, des électriciens, mais surtout des instituteurs. Le bataillon ouvre 24 classes et regroupe 1900 enfants dans son séjour à Michelet. Pareil, les médecins... Ah, ça passe plus. Je vais passer à la main. Si, voilà, c'est bon. Les médecins du bataillon vont renforcer l'aide militaire gratuite. J'ai relevé que le 24 août 60, ils vont vacciner 3000 enfants. Et ils vont encadrer, ils vont aider à l'encadrement des autodéfenses qui se mettent en place un petit peu partout, en particulier dans les parties où il y a des villages un peu importants. Alors 58 va être une année charnière. Lors de la manifestation du 13 mai, les militaires et les civils vont fraterniser et créer des comités de salut public. Et le général de Gaulle va être appelé, après une campagne à travers l'Algérie, où il donnera un certain nombre de citations que je vous ai marquées en rouge, se disant favorable à l'Algérie française. Il va être appelé au pouvoir par le président Coty. Pour le 6, c'est la participation aux différentes manifestations de fraternisation à Michelet, à Fort-National. C'est le renforcement des SAS pour les élections. Donc c'est une année où il va faire de la pacification en même temps que du militaire. Donc on l'avait évoqué tout à l'heure, le plan Chal, en 59, une série de grandes opérations qui partent de la frontière marocaine et puis qui se termineront sur le barrage. Pour les Alpins, ce sont des opérations jumelles en juillet 59, auxquelles participe bien sûr le 6 en tant qu'unité de secteur. Donc le principe, d'ailleurs le PC de Chal, surtout le PC qui s'appelle Artois, se trouve sur la ligne de crête, dans le Jura. Le principe, c'est que les unités de secteur, donc les Alpins, font un bouclage très serré, plus qu'ailleurs, puisque même les sections d'éclaireurs réussissent à aller sur des sommets quasiment inaccessibles. Et ensuite, les forces de réserve générale sont parachutées après le passage de l'aviation et font de très très gros bilans. Donc à la fin de l'opération jumelle, on peut dire que le FLN dans la Kabylie est passé en position défensive. Parallèlement, pour appliquer cette politique, nous avons donc la création en 59 des commandos de chasse, c'est-à-dire que la 3e compagnie va être équipée d'une manière beaucoup plus légère, va être renforcée en armement plus moderne, et va faire du contre-guérilla, c'est-à-dire du même combat que le FLN, en nomadisant et en sortant de son poste. Il va être aidé pour ça par une ERK qui s'appelle Partisan 11, de son indicatif radio. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il est formé de harkis qui ne sont pas de recrutement local, sauf des harkis ralliés. Les autres sont des harkis non kabyles, qui sont recrutés dans la plaine et qui sont des harkis arabes. Ils sont d'ailleurs formés à Oued Foueda, qui est un centre de formation, et ensuite ils viennent sur Oui, mais c'est bon. Ils reviennent sur la zone. En janvier 60, suite au discours de septembre 59 de Gaulle, les Algérois se manifestent par des barricades. Le 6 en restera loin, il est dans le fond de sa montagne, et c'est une affaire pour eux, entre guillemets, d'Algérois et de parachutistes. Par contre, au moment du putsch,
une partie des cadres va rejoindre la rébellion, en particulier son chef de corps, mais aucune unité, ni compagnie, ni même section, ne rejoindra cette unité d'appelés. Ils vont partir sur le terrain et ils vont un petit peu attendre de savoir comment ça se termine. Bien sûr, les cadres qui ont rejoint la rébellion ne rejoindront pas le bataillon et seront remplacés par des gens un petit peu plus souples. On peut imaginer que ça n'a pas marché pour deux raisons. D'abord, la dispersion énorme sur le terrain. Vous avez vu que les gens étaient très très loin les uns des autres. Ensuite, le fait que, donc, il n'avait jamais été possible de rassembler les unités complètes pour leur expliquer, alors que des compagnies d'appelés dans les régiments de réserve générale qui étaient dans des casernes, dans les grandes villes, ont pu être rassemblés par leurs cadres et ont suivi, même si c'était des appelés. Donc, il n'y a pas que des gens d'actifs qui ont suivi la rébellion. Le 6 était trop réparti pour que ça marche. Et puis ensuite, certains d'anciens me l'ont dit, pour eux, c'était un peu une histoire de paras. Et on aimait bien, ce qu'a dit Michel, on aimait bien les paras, mais il y avait toujours une rivalité qui fait qu'on suivait moins facilement un truc qui était organisé par la para qu'organisé par les Alpins. Bon, la situation militaire étant quand même favorable, les grosses opérations vont continuer avec des gros bilans, plus on se rapprochera de 62. Les cadres qui ont compris que l'affaire était malheureusement pliée continuent à avoir une activité militaire très importante parce que ils pensent, dans le fond d'eux-mêmes, que peut-être que si on a un gros bilan militaire, on pourra obtenir, lors des négociations, une solution qui ne soit pas l'abandon pur et simple. Et puis maintenant, deux mots du départ d'Algérie. À partir du 19 mars, les sections se regroupent sur les compagnies se regroupent à Tizi Ouzou. La deuxième compagnie seule reste à Michelet. On y regroupe les appelés de souche nord-africaine, les FSNA, qui pour certains étaient déjà passés à l'ennemi avec leurs armes pour se racheter une virginité. Ils sont regroupés là, sans armes. Ils vont rester pendant les 4 mois jusqu'au mois de juillet à faire de la montagne, aller à la plage, et ne vont avoir plus aucune activité militaire. Alors paradoxalement, ces compagnies qui sont toutes prêtes, de futurs soldats algériens, lorsque l'indépendance arrive, les cadres de la deuxième compagnie mettent les clés sous la porte, s'en vont, et les jeunes restent là. Personne de la LN ne vient les chercher, et ils rentrent chez eux tranquillement. Le bataillon va rester ensuite donc jusqu'en novembre. Pendant cette période-là, une partie des appelés sera libérée, une partie des cadres va être mutée, et ils ne reviendront à Grenoble que le 11 novembre, une date fatidique. Ils ne seront plus que 500 aux ordres du chef de bataillon Laurence. Un mot des harkis. Donc les harkis, une grande partie ont cru ce qu'on leur avait raconté, donc ont rejoint leur famille. Donc c'était pas des Kabyles, ils sont repartis. Et malheureusement, on ne saura plus rien d'eux. Les quelques-uns qui ont pas voulu prendre cette solution seront recrutés par le 6e BCA, qui va les envoyer ici, à Grenoble, où il y avait la compagnie d'instruction, le centre d'instruction, le terme exact. Ils vont rejoindre ici et ils seront à l'abri. Un certain nombre de jeunes officiers comme nous, quand on va arriver dans les Alpins, on trouvera dans nos compagnies ce qu'on appelait les Chibani, quelques anciens harkis qui avaient été recrutés et qui ont échappé comme ça avec leur famille. Conclusion. Un mot du bilan. Conclusion. Enfin, la conclusion, mais là, j'arrive. Donc, en conclusion, on peut dire que le 6e BCA a très peu bougé, ce qui est rare pour une unité d'AFN, a eu une zone très difficile, et sans doute l'une des plus difficiles, a été utilisé dans sa spécialité de montagnard, alors que, je vous ai dit, des artilleurs ont été utilisés comme fantassins, a une activité permanente, même dans les périodes réputées les plus calmes. On le voit, il y a, dans les journaux de marché opération, il n'y a aucun moment de vraiment calme. Il y a eu très peu de harkis de recrutement local, ce qui est différent de certaines unités dont on vous parlera tout à l'heure. C'est, je pense, un peu différent d'autres bataillons ou d'autres unités. Bon, et malgré ça, il y a eu un bilan extrêmement flatteur pour une unité dite de secteur, puisque il y a un tableau de 1672 rebelles tués, à voir rapproché avec ce que nous disait le général Klein, et 1500 armes récupérées, dont 2 mortiers. Malheureusement, il a eu aussi l'unité de la 27 qui a eu les plus grosses pertes, 78 morts pour la France, 12 officiers, 18 sous-officiers,
48 chasseurs, dont certains de souche nord-africaine, et 243 blessés. Aucun mot des harkis, malheureusement, qui ont été sans doute beaucoup plus nombreux à disparaître. Leurs souvenirs se trouvent pas loin de chez nous, à Champs-Rousse, où il y a un monument aux morts des morts de du 6e BCA en Algérie, qui est toujours là. On y a rajouté d'ailleurs il y a quelques années un ou deux chasseurs dont on a retrouvé le nom dans les archives et qui avaient été oubliés lorsque le monument a été mis sur pied dans les années 60. Merci Benoît. La parole va être donnée au général Yves Bard. Alors le général Yves Bard a eu deux vies militaires. Il a servi en Algérie.